J'approche des 16, là j'approche des 16 sites. Le faire et faire de l'argent que d'apprendre aux autres. Les 15-16 sites que j'ai, j'en ai aucun qui n'est pas rentable sur Google Ads. Je préfère 1000 fois plus Google Ads et du Facebook Ads et de l'influenceur, c'est vraiment quelque chose c'est de la vente intrusive si on peut dire ça comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Romain, qui est du coup e-commerçant et qui notamment va nous parler de SEO et de Google Ads, qui pour lui est entre guillemets son combo gagnant qui lui permet de générer du coup des centaines de ventes tous les mois. Donc comment ça va Romain? Ça va super bien, merci de l'invitation. Et toi? Bah écoute, impec et vraiment avec plaisir parce que du coup c'est vrai qu'on se connaît depuis, je dirais 3 ans maintenant. Donc, Ouais, avec la ça fait formation plaisir de d'APM, t'avoir ici. ça fait 3-4 ans je pense. Ouais. Ouais. Mais du coup Romain, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, pas de souci. Du coup, moi, c'est Romain, j'ai 34 ans, je vis en Belgique. J'ai commencé l'e-commerce, surtout le dropshipping, il y a 6 ou 7 ans. J'ai commencé avec la formation de Lucas Biver, c'était un coaching que j'avais pris avec Lucas Biver et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans le drop. Beaucoup de hauts, des bas et au final ici une stabilité assez pérenne depuis quelques années. Et du coup, on continue à travailler dur pour mettre la famille à l'abri, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ok. Et est-ce que justement tu peux nous détailler un petit peu plus ton parcours? Parce que tu disais du coup que tu as commencé avec du coup cette personne-là, Lucas Biver. Il me semble que du coup c'était un peu les influenceurs, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu les étapes par lesquelles tu es passé? Voilà, les résultats que tu avais pu avoir et qu'est-ce qui t'a amené justement à ce cheminement de te dire bah SEO Google Ads, c'est vrai que c'est quelque chose de rentable pour moi. Ok, je vais te dire ça, c'est peut-être un peu long, je vais On est essayer là, on a le temps. de pas prendre trop de temps, mais en gros, ouais, c'était vraiment ça, c'était les influenceurs. Donc en gros, la stratégie, c'était de trouver des produits plus ou moins winners avec le marketing d'influence, mais de le faire sur des marchés étrangers. Donc mes premières promotions, c'était au Portugal, c'était en Italie, puis je suis parti en Suède, au Mexique, bref, et en fait, en se démarquant par le marché qui était très peu concurrentiel, là où les influenceurs en France, ils pouvaient à l'époque, parce que c'était avant le scandale de Booba, etc. Là, ils en font beaucoup moins, mais à l'époque, ils pouvaient faire 5-6 promotions sur une journée. En Italie, les influenceurs faisaient en moyenne une promotion par semaine. Donc, ça a très bien fonctionné dès le début en Italie, au Portugal aussi. Même si ça n'a pas été aussi, enfin, ça n'a pas été aussi clean dès le début. Au début, j'ai eu quand même pas mal de galères, j'ai failli abandonner. Enfin bref, je pars pas dans les détails, mais en gros, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis naturellement, je suis venu à me former sur Facebook Ads, donc avec diverses formations qu'il y avait sur le marché, notamment Yomi, qui était, enfin pour moi au niveau du drop, au niveau formation, c'est un des meilleurs, quoi. On a beau dire ce qu'on veut. Et du coup, naturellement, j'ai appris des nouvelles compétences parce que mon but, c'était pas juste de vendre un produit en dropshipping sans lendemain et de faire tout le temps la même chose, etc. Je voulais me former, devenir complet. Donc, après avoir fait le marketing influence, Facebook Ads, et je me suis dit, il faut que je me forme à d'autres sujets de l'e-commerce. Donc, je me suis formé sur Google Ads et sur le SEO et surtout le SEO pour le côté pas gratuit, parce que pour moi c'est pas vraiment gratuit, mais c'est plus pour le côté long terme, quelque chose de périn qui va venir lisser les courbes, qui va venir lisser la rentabilité sur l'année, plutôt que sur du Facebook Ads où les marges peuvent parfois être très compliquées, quoi. Et du coup, la question, je suis plus sûr d'avoir répondu à la question, mais Ah, la question, ouais, c'était un petit peu de détailler ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené justement finalement à aujourd'hui faire du SEO et Google Ads, alors qu'au début, tu as commencé du coup, comme tu disais, sur les influenceurs, Facebook, etc. du coup, disons que le premier facteur pour moi, c'était vraiment que quand on fait du Facebook Ads et de l'influenceur, c'est vraiment c'est de la vente intrusive, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas là pour acheter, mais ils achètent quand même. Du coup, plus de plaintes au niveau des clients, euh, plus de retours, etc. Alors que quand on fait du SEO ou du Google Ads, les taux de conversion sont plus élevés parce que c'est la personne qui cherche vraiment le produit que toi, tu as déjà mis sur ton site. Alors que sur Facebook, tu vas proposer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas là pour acheter. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que c'est plus sain la méthode Google Ads SEO parce que
on propose pas quelque chose à quelqu'un, c'est cette personne-là qui vient chercher sur notre site internet ce dont elle a besoin. Et du Ouais, coup, au clairement. niveau long terme, client récurrent, etc., enfin, pour toutes ces données-là, je préfère 1000 fois plus Google Ads et le SEO, même si je fais quand même encore du Facebook. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai un truc à 360, mais qui est drivé principalement par Google Ads et par le SEO. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, tu peux faire du retargeting, etc. sur Facebook, mais Voilà. l'acquisition du coup des nouveaux clients se fait plus par le SEO, Google Ads. Ouais, principalement le SEO et par Google Ads. Voilà, c'est Ok. ça. Bah écoute, pour ça, je pense que c'est relativement clair. De toute façon, on va détailler après différents points, parce que voilà, j'ai une quinzaine de questions à te poser. Vas-y. Si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute voudrait du coup se lancer justement dans le e-commerce, bah en fait, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil vis-à-vis bah voilà, de l'apprentissage, de tout ce qu'on voit sur les formations en ligne? Est-ce qu'il devrait prendre peut-être une formation payante, une formation gratuite? Est-ce qu'il devrait plutôt tester plusieurs sites? Au bout de combien de temps tu juges que c'est possible de, entre guillemets, être bénéficiaire, etc. Donc je sais pas si tu aurais des conseils à donner comme ça. Ah, ben, par exemple, en combien de temps, moi, les lancements de sites, en général, au bout d'un mois ou deux, enfin, après 2 semaines, même pas, après une semaine, je fais déjà mes premières ventes, pas en SEO forcément, mais après une semaine, je fais déjà mes premières ventes via Google. Donc, en un mois, on peut être fixé si on met du Google Ads. Si vous faites que du full SEO, ce que je conseille pas, je veux dire, il faut faire du SEO, mais pour moi, la stratégie, c'est faire du SEO avec des ads. On peut être très vite fixé. Le conseil que j'aurais à donner, c'est quand même de se former parce que pour moi, c'est la base. Surtout le SEO, c'est quand même un, un domaine assez vaste où il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte, même si au niveau du dropshipping, ça reste assez basique. C'est-à-dire que quand on a tous les paramètres en compte et qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans la sphère du SEO, on n'a pas besoin de tout appliquer pour notre business de dropshipping en e-commerce. Au final, ça reste du basique. C'est bien faire ses descriptions, avoir du contenu de qualité, acheter du backlink et faire un bon maillage interne. Et voilà, c'est produire du contenu de qualité, etc. etc. On n'a pas besoin de plus, j'oublie sûrement des trucs, on n'a pas besoin de plus pour le SEO en drop. Et le conseil, du coup, le premier conseil, c'est vraiment, je pense, se former, que ce soit payant ou gratuit, mais je pense quand même que, enfin, il y a plus d'informations en payant. Après, il y a des livres, comme le livre de, je pense qu'il s'appelle Olivier Andrieux, c'est pas ça? Ouais, tout à fait, sur le SEO, ouais. Moi, Effectivement. j'avais lu ce livre-là, Olivier Andrieux. Voilà, il y a des trucs à prendre, il y a des trucs à pas prendre. Olivier Andrieux, il est pas trop pour les backlinks, donc bon, ça c'est un truc un peu, bon, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais il y a des bonnes informations pour le débutant qui connaît rien. Et du coup, après, très important, vraiment plus sur le côté drop, bien choisir sa niche. N'allez pas sur les niches que tout le monde est, sur lesquelles tout le monde est. C'est-à-dire par exemple la niche, je prends l'exemple de la lithothérapie. Tout le monde vend des bracelets en pierre, tout le monde vend des trucs de lithothérapie en pierre naturelle. La niche, elle est quand même assez concurrentielle. Il y a beaucoup d'acteurs différents. Vous avez des artisans, vous avez des mecs qui ont des vrais commerces, vous avez des mecs qui font du drop. Du coup, vous êtes dans une niche où il y a une grosse concurrence et vous n'allez pas pouvoir vous faire un vrai avis. J'aurais tendance à dire, au début de viser petit, prenez une petite niche. Et éventuellement, c'est encore mieux si c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est pas obligatoire, quoi, tu vois. Mais pour moi, du coup, le facteur numéro un, ce serait la niche, pas trop concurrentielle, pour voir comment ça se passe et se faire ses armes, quoi, au tout début, quoi, apprendre, quoi, parce qu'au début, vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre, mais pour moi, le choix de la niche, c'est essentiel, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis ça permet aussi de rester motivé, de générer quelques ventes, etc. Même si c'est pas le site qui va permettre forcément d'en vivre ou quoi. Non, c'est sûr, Et, c'est peut-être pas le site qui va permettre d'en vivre, qui va peut-être, va pas vous faire gagner 2000 € par mois, peut-être, mais ça va vous permettre de vous rendre compte, ah ok, c'est possible de gagner sa vie en ligne. Alors ça, c'est la première step pour moi quand on commence son parcours en ligne, c'est de se rendre compte que c'est possible. Et une fois qu'on s'en rend compte, après là, on peut envisager d'aller sur des trucs un peu plus gros ou faire autre chose, mais en tout cas, au début, c'est important, je pense. clairement, ouais.
Ok pour ça. Bah écoute, ta réponse était relativement claire pour cette question-là. Du coup, maintenant, ce que je te propose, c'est de rentrer un peu plus sur, on va dire, vraiment le SEO, le Google Ads, avec des questions un peu plus sur voilà, CMS, on va dire ton Mhm. business du coup au global. Donc la première question, c'est quel CMS utilises-tu? Moi, j'ai commencé sur Shopify au début, et après, quand j'ai commencé à faire du SEO et du Google Ads, j'ai basculé sur WordPress WooCommerce. C'était plus, enfin, c'était pas vraiment un choix, c'est juste qu'en fait, j'avais racheté un site qui était, qui faisait du SEO et du Google Ads, qui était sur WordPress. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à me former au SEO et à Google Ads, j'ai été sur WordPress. Donc j'ai continué sur WordPress WooCommerce par habitude. Ici récemment, là, j'ai lancé un nouveau site. Tu l'as vu d'ailleurs. J'ai lancé un Ouais. petit site sur Shopify. Mais c'est même pas moi qui m'en occupe, c'est quelqu'un de mon équipe. Et du coup, je mets pas trop les mains dedans. Mais du coup, moi, je travaille essentiellement sur WooCommerce, quoi. Ouais, ok. Donc finalement, c'est plus concours de circonstances, Ouais. plutôt que voilà, tu as des vraies raisons, par exemple techniques, ou voilà, d'argent aussi, parce que évidemment. C'était c'était pas vraiment un choix, mais au final, je regrette pas parce que il y a moins de frais sur WooCommerce, même si les applications peuvent quand même coûter cher sur WooCommerce parce qu'on dit ouais, vous avez des applications gratuites, mais il y a beaucoup d'applications payantes aussi. Mhm, Mais je parle plus en frais bancaires pour process les paiements. tout à Mais il y fait. a aussi, je trouve que le SEO me paraît plus simple à gérer sur WordPress WooCommerce. Mais ça, c'est peut-être que mon avis parce que j'ai l'habitude de travailler sur WooCommerce, quoi, forcément. Et du coup, quand je vais sur Shopify maintenant pour faire un peu du SEO, j'ai un peu plus de mal à voir, ne fût-ce que par exemple pour les catégories mères, les catégories filles, Ouais, tout à fait. etc., qui sont facilement organisables sur WooCommerce versus Shopify où c'est pas possible en fait. Ça n'existe pas les catégories mères et les catégories filles. Si je me Ouais. trompe pas en tout cas. Bah, et puis bon, c'est vrai que sur Shopify, et bah, après, il y a moins de sources d'informations aussi sur voilà, toutes les modifications qu'il faut faire pour entre guillemets optimiser le CMS. C'est vrai que sur WordPress, tu as vraiment beaucoup d'infos, tu as énormément de plugins, donc tout se fait relativement simplement. Et puis c'est vrai que rien Ouais, que niveau ressources, tu as vraiment à boire et à manger. Donc, ouais, c'est clair. ouais, Shopify finalement, bah, Charlie, donc, qui fera l'objet aussi d'une prochaine vidéo, mais bah, lui, il a fait pas mal d'articles de blog justement pour expliquer comment faire tel truc sur WordPress, comment faire tel truc sur WordPress, comment intégrer par exemple, comment modifier son robot TXT, etc. Qui sont Mhm. pas des choses qui sont possibles entre guillemets nativement. Donc, Ouais. Ouais, mais c'est sûr que par exemple le je te robot rejoins au TXT, final. Ouais. c'est marrant que tu en parles parce que par exemple sur WordPress, bah, c'est forcément quelque chose que je modifie sur tous mes Ouais. sites. Mais là, pour le site que j'ai fait récemment sur Shopify, j'ai même pas pris la peine de le faire parce que j'ai cherché pendant une heure, j'ai rien trouvé. J'ai dit bon bah c'est pas grave, j'abandonne. C'est pas le truc, c'était pas la priorité pour moi. Et du coup, tu vois, c'est ce genre de détails aussi qui font que je suis quand même content de m'être formé sur WooCommerce, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Bon bah écoute, ça marche pour ça. Et du coup, est-ce que tu peux détailler un petit peu donc, ton business model? Donc, on a compris que c'est le e-commerce et du coup le dropshipping, mais un peu finalement, toi, la stratégie dans les grandes lignes que tu utilises. Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as plusieurs sites? Quel est un peu le pourcentage aussi de chiffre d'affaires entre par exemple Google Ads, le SEO, etc. Alors moi, j'ai plusieurs sites. Là, j'approche des 16 sites. Alors forcément, au début, j'ai commencé avec un. Le premier commence à générer des sous et après, je fais le deuxième, ainsi de suite, etc., etc. Au final, là, j'ai 16 sites. Je dirais que Google Ads, ça représente un peu plus de 65. Je dirais que ça représente entre 60 et 70% de mon chiffre d'affaires. Donc Ok. c'est vraiment ma source d'acquisition principale. Et après, tout le reste, c'est du mail et du SEO. À savoir que avec le SEO, je capture des mails et du coup, après, les ventes sont attribuées aux mails, mais en fait, à la base, le visiteur, il est venu par Tout à fait. par un article de blog ou par le SEO. Et pareil pour les pubs, c'est-à-dire que j'ai des ventes qui sont attribuées aux emails, mais en fait, à la base, le mec, il est venu par une publicité, il a acheté plus tard, etc. Donc, c'est pas hyper précis, mais de manière générale, je suis entre 60 et 70% pour le Google Ads et le reste email et SEO. Parce que dans ma stratégie de 80-20, moi c'est vraiment ça mon focus, c'est le 80-20. Je vais, je vais vraiment prendre le temps de faire le SEO, mais je vais pas m'attarder sur les détails non plus. Ouais. Je vais pas aller chercher les petites positions qui me manquent à droite, à gauche, parce que j'ai pas le temps.
Et du coup, ça fait partie de ma stratégie. Et du coup, pour répondre à la suite de ta question, c'était aussi, tu me demandais un peu ma méthode, je pense. Ouais, la stratégie, et puis bah, pourquoi du coup tu as aussi choisi d'avoir plusieurs sites plutôt qu'un par exemple? Parce que pourquoi plusieurs sites plutôt qu'un? Parce que je trouve que arriver à faire ses premiers 500, 1000, 2000 euros de bénéfices sur un site de dropshipping, c'est assez facile, si on peut dire ça comme ça. Ça prend pas beaucoup de temps. Versus passer un site de 2000 euros de bénéfices à 5000 euros de bénéfices, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps, un peu plus d'argent, beaucoup plus de recherche. Bref, pour moi, le ratio temps versus bénéfice, il est pas idéal. Et en fait, tout simplement, moi, je préfère avoir un gros parc de sites. Même si j'ai des sites, parfois, ils font 300 de bénéf. Mhm. Je m'en fous, c'est 300 de bénéf. Donc, au final, ça, c'est ma stratégie. Et je suis désolé si à chaque fois je te redemande des questions. Tu me demandais aussi ma méthode, pourquoi Google Ads? Ouais, bah, c'était un peu la stratégie finalement au global. Voilà, déjà, bah, Ah pourquoi ouais, du coup tu as plusieurs sites? Voilà, l'acquisition, bah, t'en as parlé un peu le pourcentage aussi que ça représentait, mais ça, du coup, tu as répondu aussi à la question. mais ouais, mais du coup, pourquoi j'ai plusieurs sites, ça je viens de te répondre, et pourquoi Google Ads? Mais ça, je te l'avais déjà dit aussi un petit peu avant, mais pour moi, c'est plus naturel, c'est quelque chose de moins agressif, et en fait, à partir du moment où, je sais pas, je te donne un exemple, il y a des gens, ils cherchent un mug avec une tête de mort, tu vois, je te dis ça totalement au hasard. Ouais, ouais. Eh ben, si tu arrives et que tu proposes une catégorie avec 10 mugs tête de mort, il y a quand même de grandes chances que le mec il trouve son bonheur sur ton site, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose de plus facile que Facebook où tu vas lancer une pub, tu sais pas si ça va fonctionner, tu vas devoir payer des créas, tu sais pas si ça va fonctionner. Enfin, tout simplement pour moi, c'est Google, c'est un peu plus de facilité, tout simplement, Mhm. tu vois. Ouais, tout à fait. Puis en plus, c'est vrai que tu as quand même ce combo-là où on va dire tu as bien taffé au début ton site en SEO. Bon, comme tu dis, tu as fait un peu le 80-20. Et après, en fait, ça va aussi venir servir pour tes campagnes Google Ads, puisque tes pages d'atterrissage, finalement, elles sont pertinentes. Il y a les bons termes, etc. Donc, bon, voilà. En Ouais, plus, bah, du coup, ça te permet d'avoir les données, quels mots-clés marchent le mieux sur Google Ads, pour peut-être aussi un peu retravailler ton SEO par rapport à ça. Donc, alors là, tu pars dans les optimisations que moi, j'ai pas le temps de faire. Alors bien sûr, tu ok. pourrais le faire. Moi, perso, c'est des trucs que je fais pas parce que avec 16 sites, si je dois commencer à tout checker parce que j'ai une Clairement. équipe, mais j'ai pas encore formé quelqu'un au SEO vraiment dans mon équipe. Et du coup, ça, c'est des trucs que je prends pas le temps de faire. Et la pertinence, c'est vrai, ce que tu dis, c'est le truc, pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Parce que parfois, je fais de temps en temps des coachings où j'ai des potes qui viennent me demander. Ils me disent, ouais, je suis premier ou je suis troisième sur la requête, ça vend pas, comment ça se fait? Et en fait, tu vas sur leur page de catégorie et ils ont mis des produits qui n'ont rien à voir, enfin, ou qui sont vraiment très border par rapport à la requête, quoi. Mhm. Je te donne un exemple, je reprends le mug tête de mort, et en fait, les mecs, ils vont arriver, ils vont pas vraiment avoir des mugs, ou alors ils vont avoir des mugs, mais qui sont pas vraiment des têtes de mort. Et en fait, parfois, les gens, ils ont tendance à remplir leur catégorie pour dire de la remplir. Ouais, Je tout à fait. préfère avoir une catégorie avec 5 produits qui correspondent vraiment à la requête en ayant auparavant cherché un petit peu moi-même sur Google que de faire une catégorie avec 20 produits juste pour dire de remplir et qu'au final, quand les clients ils arrivent, ils se cassent direct. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là de toujours rajouter plus de produits. Mais bon, Ouais, après, il faut aussi le gérer, mine de rien, avec les fournisseurs, les envois. Ce ouais, produit-là n'existe plus, etc. Ça peut être compliqué. ouais, ça c'est relou. Ok, ok. Bah écoute, ça a totalement, du coup, répondu à la question. Et du coup, pour rentrer un peu plus en profondeur justement sur Google Ads, toi, quel type de campagne finalement tu fais? Est-ce que c'est du coup du shopping? Est-ce que c'est des annonces dans les résultats de recherche ou peut-être du display, etc. Moi, c'est principalement du shopping. Donc, je veux dire, c'est 85, je dirais même 90%, c'est du shopping. Et Ok. après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des campagnes de search. Je vais faire des campagnes search sur certaines catégories. Et en fait, tout simplement, je vais lancer toutes mes catégories. Et celles qui perfent pas, je les coupe. Et celles qui perfent, je les laisse. Et celles qui sont middle, je vais les optimiser. Si elles perfent mieux, je les laisse. Si elles perfent pas, je les coupe. Mais on va dire qu'à 90%, c'est du shopping avec un peu de search, notamment en période propice. Par Ouais. exemple, je te donne un exemple. Déguisement, je sais pas, déguisement, Halloween? le Joker.
Ok, bah, tu sais qu'au carnaval ou à Halloween, tu as beaucoup plus de chances de le vendre, avec un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Donc je vais tout à fait. peut-être plus activer cette campagne-là avant Halloween et avant le carnaval pour vendre ce produit-là en search, et peut-être que tout le reste de l'année, ce sera cut, tu vois. Ouais, tout à fait. Bon, comme si, par exemple, tu vendais des bouillottes et du coup, tu vas pas lancer ta campagne en aisé, tu vas plutôt la lancer quand il commence Voilà. à faire froid. Voilà, après, c'est la logique un peu de Ouais, saisonnalité. au final, c'est beaucoup de logique, mais c'est vraiment ça. Et sinon, je fais pas d'autres campagnes, ça reste assez simple, hein. Ma structure, elle est Ouais. assez basique, c'est shopping et un peu de search. Ok. Et du coup, justement, tu nous disais que si ta campagne était un peu break-even, tu allais optimiser tes campagnes. Et du coup, la question finalement qui découle de ça, c'est que toi, qu'est-ce que tu regardes justement comme métrique pour piloter, voire optimiser tes campagnes sur Google Ads? Alors, au niveau de la shopping, ce que je regarde, c'est surtout les termes de recherche. Au début, on va parfois avoir des termes un peu bidons qui vont s'intégrer et on va voir. Par exemple, une fois, j'avais un pote qui avait une niche sur des matériaux en bois et en Mhm. fait, il rankait sur carte du monde. Tu vois, truc Ouais. rien à voir. Et il dépensait 80 euros par semaine sur carte du monde. Mais alors, du coup, au début, ça va être surtout un jeu où je vais simplement éliminer tous les mots-clés. D'abord, tous les mots-clés qui n'ont rien à voir avec la niche, on cut. Et puis, éliminer tous les mots-clés qui dépensent beaucoup trop et qui ne rapportent pas d'argent. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de trier les produits. Donc, au final, je sais pas, si tu as un site avec 500 produits, tu vas regarder tes métriques. Et moi, la métrique principale, c'est le ROAS. Si enfin, c'est d'abord le coût. C'est-à-dire que je vais trier par coût. Je vais voir les produits sur lesquels j'ai le plus dépensé. Et puis, à la suite de ça, je vais regarder le ROAS. Si j'ai dépensé 50 euros pour un produit qui coûte 25 et qui m'a rapporté aucune vente, eh bien, tout simplement, je supprime le produit de mon flux Ouais. pour plus que Google dépense sur ce produit-là. Parce qu'au final, c'est pas un produit qui est rentable. Mais après, et puis quand j'ai des produits qui sont, par exemple, break-even ou un peu en déficit, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la fiche produit et je vais me dire qu'est-ce que je peux améliorer sur cette fiche produit pour qu'elle passe de 1,6 de ROAS, elle passe à 2,2 ou à 2,5 à 2,6. Je Mhm. vais peut-être rajouter des avis, je vais mettre des plus belles photos, je vais changer le texte pour qu'il soit un peu plus convaincant, qu'il apporte plus d'informations. Et ça, c'est vraiment mes deux méthodes au niveau de la shopping. Donc, c'est le tri Ok. des mots-clés et le tri des produits. Ok. Justement, ça me m'amène une question par rapport à ça. À quel point pour toi le prix est important? Parce que du coup, tu parlais de faire des modifications, notamment sur l'image, etc. Mais des fois, tu pourrais te dire, bah, je vais monter mon prix pour avoir un meilleur retour sur investissement. Ou alors, justement, peut-être ça ne vend pas parce que le produit est trop cher. Est-ce que tu fais une analyse un peu des prix des concurrents sur Shopping ou pas? Oui, enfin, je fais pas une analyse des produits sur Shopping, mais en fait, j'ai déjà eu plusieurs configurations. J'ai déjà eu un site où j'étais beaucoup plus cher que la moyenne et Ouais. j'avais quand même des bons retours, j'avais quand même des bons ROAS, etc. Et j'ai des sites où je vends des produits vraiment très peu chers et c'est pas forcément là où ça va être intéressant. Pour moi, ma strat, c'est que j'essaye surtout d'être logique, tu vois. C'est un peu aller au feeling. Alors, bien sûr, parfois, ton feeling, il est pourri. Et ça, il faut l'accepter. Mais moi, ce que je me dis, c'est, OK, le produit que je vois là, est-ce que pour moi, c'est logique de le mettre, je sais pas, à un fois 2. Parfois, j'ai des produits, je me dis, mais 25 euros, ça ne les vaut pas du tout. Je peux pas mettre ça à 25 euros et je le mets plus bas, quitte à être très très peu rentable s'il y a une vente, quoi. Et dans le pire Mhm. des cas, ça se vend en SEO et là, je suis rentable. Mais ma stratégie de prix dépend aussi de la concurrence. C'est-à-dire que si tu es sur une niche où il y a énormément de concurrence, tu vas devoir forcément plus faire attention à tes prix. Parce que les gens, ils ont plus de choix pour comparer. Ouais, Si tout tu à es dans fait. une niche où, on va dire, tu as le monopole, où tu n'as pas beaucoup de concurrence sur le shopping ou même sur le SEO, tu as plus de choix, tu as plus de légèreté dans l'application de tes prix, tu vois. Tu peux te permettre d'aller un peu plus haut parce que forcément, les gens, ils ont moins de choix. Mhm. Et il y a aussi ce truc psychologique, et moi je suis totalement comme ça. À chaque fois que j'achète un truc, c'est comme ça. Je vais aller sur Amazon, je vais avoir deux produits qui sont similaires avec un packaging avec un peu différent ou même qui sont exactement pareils. Si on a un à 15 balles et l'autre à 25 balles, je vais prendre celui à 25 balles parce que je me dis que c'est mieux. Et ça, Ouais, c'est tout à tout le fait. temps. Ça, c'est tout le temps mon ressenti, tu vois. Donc,
Oui, je fais attention au prix, mais je vais pas me rendre malade avec ça, tu vois. Ouais. Et tu essaies du coup d'apporter aussi peut-être une différence sur l'image, sur voilà, le packaging, du coup, pour finalement correspondre à ce que toi tu cherches dans la vraie vie en fait. C'est ok, je suis plus cher, mais bon, c'est justifié parce que ça a de la meilleure qualité, etc. quoi. Au niveau des images, bof, moi, encore une fois, c'est vraiment du 80-20. Par contre, ce que je vais faire, j'ai carrément oublié ce que je vais te dire. Parce que tu me parlais du packaging. Donc, je ne modifie pas le packaging, je ne modifie pas les images. Ce que j'essaie de faire, c'est surtout d'apporter une image de marque au global sur le site. J'essaie Tout à vraiment fait. d'avoir. La plupart de mes sites sont vraiment très très bien brandés. Tu arrives sur mon site, c'est vraiment des trucs assez quali, quoi. Et du coup, Je confirme. c'est surtout par ça que je me démarque. Ouais. Moi, je pense. Après, je vais pas me casser la tête à refaire des images, à refaire des photos pour des produits. Je prends ce que j'ai à ma disposition, je les mets en ligne et puis je lance mes sites. Mhm. Ok, ok. Bah, effectivement, ouais, non, je confirme que tes sites sont vraiment sympas visuellement. Et c'est vrai que des fois sur Google Ads, bah, il y a un peu à boire et à manger, que ce soit des sites soit très amateurs, soit vraiment type vraiment dropshipping Mm. 2017 entre guillemets. Donc Très très vieux, des gens qui ils ont pas vraiment d'expérience et ils ont des sites qui datent d'il y a 20 ans et ouais. voilà quoi. Et c'est vrai que bah quand toi on va sur un de tes sites, enfin voilà par exemple certains sites auxquels je pense, on se dit pas ah c'est un site de dropshipping. C'est pas du tout en fait une évidence en arrivant dessus quoi. Non, bah non, ça c'est le but aussi. C'est pas parce que c'est du dropshipping que c'est de la merde en soi. J'essaie d'avoir Non toujours bien sûr. le service après-vente le plus réactif possible. C'est vraiment un truc hyper important pour moi. Parce que de toute façon, maintenant, avec PayPal, si tu as un taux de litige qui est trop élevé, tu te prends 30 euros de frais par litige, que tu l'aies gagné ou non. Donc, tu as tout intérêt à avoir un service après-vente performant et retirer les produits qui sont puants de ton site. Moi, c'est ce que je fais, quoi. Quand il y a un produit qui a trop de retours, je le Ouais suis, tu enfin, l'enlèves ouais. je le mets en ligne, enfin, pas en ligne, mais je le mets en rupture de En stock, quoi. stock. Ouais ouais ouais. Ok. Bah écoute, ça a tout à fait répondu du coup à la question. Et du coup, pour continuer sur toujours Google Ads, finalement tout à l'heure tu nous disais pour optimiser les campagnes, ce que je fais, c'est que par exemple j'écrème du coup les différents mots-clés, etc. Et du coup là, si par exemple tu as voilà, ton site, il tourne bien, etc. Mais du coup tu voudrais entre guillemets scaler, du coup voilà, faire plus de ventes en dépensant aussi du coup plus de budget en publicité, bah comment tu fais? Est-ce que tu vas juste monter le budget? Est-ce que tu vas peut-être rajouter des produits? Voilà, quelles sont un peu tes étapes? Alors, j'ai plusieurs méthodes pour essayer de scaler un site. La première, c'est de jouer avec le ROAS cible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint 15 ventes sur Google Ads en shopping, tu peux passer ta campagne en ROAS cible. C'est-à-dire que tu dis, bon, ben, je veux 250% de ROAS. Et Google va tout faire pour que, il atteigne ces 250% de ROAS. C'est pas toujours le cas. C'est souvent le cas. Il arrive souvent à maîtriser ton ROAS enfin, et ça va dépendre de ton coût. Si par exemple il n'arrive pas à arriver à 250% de ROAS, il va peut-être te dépenser que 10 euros par jour, tu vois. Et Ouais, sur tout à certains sites, tu pourrais avoir 400% de ROAS et dépenser 250 euros par jour. Ça fait. Mhm. dépend. Donc ma première méthode, c'est ajuster le ROAS. Ok, là je fais pas assez d'argent. Quelle est ma renta par rapport à certains produits? Je vois que par rapport à ma renta, je pourrais viser des ROAS cibles plus faibles. Du coup, je vais diminuer mon ROAS cible pour avoir plus de volume. Tout à fait. Ça, c'est ma première méthode. Ensuite, ma deuxième méthode, ça va être l'ajout de campagne search. Ça, c'est vraiment au début, la strat, c'est shopping. Et puis, quand je veux scaler, je lance les search. Ok. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, comme tu l'as dit, c'est venir essayer de trouver des nouvelles catégories. Pas forcément des nouveaux produits, parce que de base, je donne un exemple, je vais reprendre les mugs, je vais tout le temps partir là-dessus, comme ça, je ne me prends pas la tête. Tu lances des mugs tête de mort, tu as un site où tu vends que des mugs, tu as ta catégorie de mugs tête de mort. Peut-être que tu as des mugs que tu n'avais pas encore lancés. Je te donne un exemple, des mugs rouges, mais tu vas créer ta catégorie mug rouge ou mug Saint-Valentin. Hop, c'est une nouvelle catégorie. Tu vas la mettre et tu vas la lancer sur ta shopping. Ça va te permettre d'aller chercher des nouvelles requêtes, d'avoir plus de volume en termes de dépenses et potentiellement en termes de vente sur Google, tu vois. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, hyper Et, intéressant du et coup. je vais rajouter un truc, c'est que moi j'adore les produits saisonniers. C'est-à-dire que il y a très peu de gens qui sont dessus dans le sens où ils se disent putain je vais vendre qu'à une seule partie de l'année. Mais sauf que quand tu as 15 sites qui sont saisonniers à des saisons différentes, et au final tu as toujours des rushs de vente
tout le long de l'année. Et moi, j'adore les produits saisonniers. Je te dis ça parce que je te parlais de Saint-Valentin, mug Saint-Valentin. Je sais pas si ça existe, ça doit sûrement exister. C'est sûr que ça existe. Ouais. Et du coup, par exemple, si tu as un site de mug, ben, rajouter des mugs Saint-Valentin un petit peu avant la Saint-Valentin, que ta catégorie elle soit en ligne pour début janvier, bah pour moi, c'est une méthode pour pouvoir scaler un petit peu ton business. Ouais, carrément. Ok, ok. Bah écoute, ça a bien répondu à la question, ça a donné des clés aussi, donc hyper intéressant. Euh, Je me permets de te couper, je rajouterais aussi que c'est plus difficile de scaler sur Google Ads, forcément parce que tu es tributaire des volumes de recherche en fait de ce que les gens tapent. Mais forcément, tu peux pas autant scaler que sur Facebook, là où on va dire c'est un peu infini, si on peut dire ça comme ça. Mais normalement, ta rentabilité est quand même meilleure sur Google, même si tu fais moins de volume, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. Après, ça dépend toujours les business, mais moi, c'est comme ça que je le vis, quoi, et c'est comme ça que je le perçois. Ouais, ok, ok. Ok, donc ça marche. Du coup, je reviens un petit peu dans l'optique de si quelqu'un justement voulait se lancer, voilà, la vidéo, il s'est dit peut-être j'ai un site en SEO et du coup, il faudrait que je teste Google Ads. Est-ce qu'il y a pour toi certains secteurs d'activité, certaines niches qui sont pas adaptées à Google Ads? Soit parce que des fois, voilà, c'est juste interdit, soit parce que par exemple les produits, je sais pas, sont pas assez chers, soit parce que voilà, il y aurait trop de SAV ou voilà. Est-ce que pour toi, il y a justement des secteurs qu'il faut éviter? Alors moi, j'ai jamais eu le cas de niche. Alors j'ai une niche qui perd beaucoup moins bien que d'autres. Après, je sais que j'ai quelques potes qui ont eu quelques couacs, qui ont lancé un site et le produit a vraiment pas perf. Ou en tout cas, les catégories de produits n'ont vraiment pas perf sur Google Shopping. Donc je pourrais pas te donner des niches comme ça. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai jamais testé le high ticket. Apparemment ça fonctionne, mais peut-être qu'en fait c'est un gros bait, tu vois, parce que j'avais déjà vu des vidéos, mais j'ai jamais testé. Et vraiment des niches qui perdent pas. Pour le moment, je vais te dire, sur les 15-16 sites que j'ai, j'en ai aucun qui n'est pas rentable sur Google Ads, quoi, tu vois, vraiment Ok. aucun. Ils sont tous rentables. Donc moi c'est pas, je saurais pas te répondre à ça parce que c'est pas dans mon Ouais, t'as pas rencontré le c'est problème. pas, moi, j'ai pas d'expérience par rapport à ça. Le seul site qui a vraiment mis du temps à être rentable, maintenant, il l'est, tu vois. Ça a mis 6-7 mois à être rentable. C'était vraiment le plus long, mais maintenant, il l'est, tu vois. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Bah, du coup, c'est clair, ça a bien répondu à la question aussi. Euh, Je vais quand même ajouter un truc, c'est que forcément, il y a des trucs qui sont pas vendables. Tout ce qui est, je pense, alcool. Je m'étais renseigné pour vendre un truc. À un moment, je voulais vendre, c'était des poupées gonflables, des trucs assez premium, où vraiment les mecs ils kennent la poupée la nuit, ils sont à fond dedans et tout. Ça, c'est interdit, tu vois. Et du coup, on était un peu dégoûté parce qu'on l'a appris bien plus tard et on voulait lancer ça. Et du coup, ce genre de business-là, ben forcément, tout ce qui est un peu, on va dire, border, je sais pas si le CBD tu peux vendre et bien sur du Google coup, Shopping. c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser, parce que moi j'avais eu une demande et pour moi non. Tu vois, là je tape huile de CBD par exemple, j'ai aucun shopping. Ah ouais, donc Aucun Google. c'est assez révélateur. Alors que quand les gens tapent l'huile de CBD, ils veulent clairement acheter de l'huile de CBD, quoi. Donc, Bon. il y a certains secteurs sur lesquels tu ne peux pas, mais là c'est plus technique, tu es interdit de vendre sur Google Shopping. Après, est-ce qu'il y a des secteurs qui ne fonctionnent pas? À mon avis, ça doit exister. Mais alors à ce moment-là, Google ne les mettrait pas en avant. Ouais, tout à Parce fait. qu'en fait, il faut savoir que quand tu tapes une requête, je sais pas si tu tapes une requête sur Google, en fait, Google va faire en sorte de te ramener le truc le plus pertinent pour toi. Donc si le shopping ne ressort pas en premier, c'est que la première intention, c'est pas de l'achat. En tout cas, sur du Google Shopping. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, il pourrait peut-être y avoir, c'est vrai que je connais pas bien, toi tu as plus d'expérience que moi en termes de coût par achat, etc. Mais par exemple, je te donne un exemple, hein, mais quelqu'un qui demain vendrait des porte-clés voilà, à 5 euros. Est-ce que pour toi, ce serait quelque chose de viable où il faut tout de suite taper sur des produits à minimum, je sais pas, 30 euros, que toi t'achètes 15 euros par exemple, pour donner un peu un exemple de marchand? Moi, je pense que des produits à 5 euros, c'est vraiment trop faible. Alors là, c'est vraiment... parce que tu imagines, les coûts par achat, ça doit être très très compliqué. Ah, tout à fait.
En plus, avec la TVA, etc., je veux dire, plus les emmerdes, plus les retours, tu vois, moi, je suis en moyenne à 20% de marge, tu vois. De Ok. manière générale, je suis à 20% de marge. Ouais, Peu importe final. mon chiffre d'affaires, sauf au Q4. Au Q4, la marge, le pourcentage, il est plus élevé parce que le taux de conversion, il explose. Mais 5 euros, ça me paraît trop faible. Moi, je dirais que tu n'es pas obligé de vendre des produits à 20 balles. Je pense qu'à partir de 15 balles, c'est bien. À partir de 15 balles, tu peux éventuellement vendre des produits sur Google, surtout que tu sais, es potentiellement dans un secteur où il y a moins de gens qui ont envie d'y aller, tu vois. Tu as Ouais. potentiellement moins de concurrence. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, bah, c'est mieux d'avoir un panier moyen à 50 euros que d'avoir un panier moyen à 15 balles. Et d'un autre côté aussi, les gens qui payent un truc à 50 balles, ils ont plus d'attentes que le gars qui paye un truc à 15 balles, tu vois. Mhm. Tu Bien payes, sûr. tu payes un truc à 15 balles, à mon avis, tu as peut-être moins de plaintes que le gars qui paye un truc à 50 balles. Mais ça, Ouais. c'est peut-être juste une mauvaise impression de ma part, tu vois. Bonne question. Bonne question. Sur du e-commerce, je saurais pas trop dire. Mais bon, après, c'est vrai qu'un truc à 50 balles, tu vas plus attendre ton colis, tu vas peut-être plus quand même être là sur les délais de livraison, par exemple, parce que tu sais, tu y repenses, etc. C'est un Oui, truc à oui. 5 euros, aussi bien que tu l'as commandé, tu as déjà oublié, en fait, tu le reçois dans ta Oui, boîte, tu fais, ah t'as oui, j'avais déjà ça. payé ça. Après t'as le truc aussi où les produits à 15 balles, tu vas peut-être en vendre 10 000 sur ton mois. Voilà le SAV que tu vas te taper, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, pour moi, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux parties. Ouais. C'est un de mes objectifs de lancer un site vraiment high ticket. Je dis pas high ticket, mais avec des produits à minimum 250-300 euros. Je pense que c'est un objectif que je vais me fixer pour l'année 2025. Parce que j'ai un peu de toutes sortes de prix, mais du high ticket, j'ai pas. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant dans le sens où tu as moins de clients, mais quand tu as un client, il te rapporte beaucoup d'argent. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Moins de problèmes de livraison, moins de chances d'avoir des colis perdus, des colis abîmés, Ouais, etc. Donc, c'est ça. Le truc, c'est que quand tu vends des trucs à 400 balles, forcément, souvent c'est assez lourd. Enfin, quand tu achètes un truc à 400 balles, c'est pas un porte-clés avec Mickey dessus, quoi, tu vois. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ok. Bah écoute, ça a répondu à la question, et c'est vrai que c'est aussi un peu là que je voulais t'emmener. C'était, voilà, les produits vraiment pas chers, est-ce qu'il faut les éviter? Bah du coup, la réponse c'est plutôt oui. Après, encore une fois, toi tu disais 15 euros, mais ça dépend évidemment de la marge. La personne qui vend un produit 15 euros, qui le paye 1, évidemment, il peut faire du Google Ads. La bien personne qui sûr. paye son produit 10 pour le vendre 15, TTC, bon. Ouais, ça c'est mort. 10 pour 15. Ouais, Moi, j'essaie d'avoir un x2 minimum, tu vois. ouais, Fois ouais. deux. Ok, ok. Et je vais rarement sur plus du fois. Je fais pas des trucs genre du x4, du x5. Je suis pas dans cette catégorie. Je suis vraiment entre du x2, du x3, quoi. Ok, Ouais. ça marche. Bah écoute, par rapport à tout ça, je pense qu'on a un peu fait le tour du coup par rapport à Google Ads, quel type de produit il faut vendre, entre guillemets ta stratégie, etc. J'aurais une dernière question pour toi, mais est-ce que peut-être avant tu veux évoquer un sujet, voilà, que ce soit par rapport à tout ce qu'on s'est dit, dropshipping, CMS, Google Ads, type de produit, type de niche, etc. Mais je partirais plus sur les débutants parce que souvent sur YouTube, bah, c'est plus des débutants. Et en Mhm. plus, là, j'ai un pote qui est en train de se lancer. Et du coup, ce serait plus un conseil, tu vois. Ce serait un peu par rapport à ce que j'ai dit au tout début de la vidéo. C'est vraiment concentrez-vous sur un truc. Commencez pas à vagabonder entre faire du TikTok, entre faire du Facebook Ads, entre faire du SEO, etc. Pour moi, le plus important, c'est de prendre un truc, de le sécher, de le poncer, et il y a bien un moment où ça va payer. Ouais, tout à fait. J'ai des milliers, enfin j'exagère, j'ai des dizaines de potes qui font du dropshipping, qui vendent, qui sont rentables, qui vivent de leur activité. Donc si c'est votre objectif, bah, juste soyez focus sur un truc au début. Et après, quand vous avez de l'expérience et du cash de côté, bah, Ouais, peut-être innover un peu, tester d'autres innover, choses. voilà, découvrir, essayer des nouvelles stratégies, mais au début, rester sur du classique, quoi. Ouais, ok, ok. Bah écoute, ça marche. Et du coup, j'ai une question, entre guillemets, finale par rapport à tout ce qu'on s'est dit finalement. C'est comment toi tu penses que le e-commerce, et notamment du coup le dropshipping, du coup va évoluer? Bah là, c'est vrai que c'est un peu la mode de TikTok. On parle aussi de Google Ads, même si finalement c'est quelque chose
de moins discret, moins vendeur. On parle pas de faire 100 000 euros par jour comme on pouvait entendre à l'époque avec Facebook, etc. Ouais. On entend aussi de moins en moins parler des influenceurs, notamment bah, grâce ou à cause de Booba, entre Ouais. guillemets. Euh, C'est grâce à vous pas, c'est c'est grâce à vous grâce, pas. entre guillemets, pour tous ces influenceurs, entre guillemets, poubelles qui n'avaient pas de valeur ajoutée, on est Ouais, d'accord. ouais, ouais. Après, il y a peut-être des vrais influenceurs qui avaient vraiment une valeur ajoutée, Bien ça a sûr. peut-être causé un peu de tort, je sais pas. Mais voilà, du coup, je sais pas, voilà. Comment toi tu vois les prochaines années, e-commerce, dropshipping, toutes les sources d'acquisition, comment tu penses que ça va évoluer et quelles seraient peut-être aussi les opportunités à aller chercher? Alors pour moi, le e-commerce, le drop, je vois pas vraiment. J'ai pas l'impression que ça va changer. C'est toujours enfin, le drop, ça fait très longtemps que ça existe. Je pense on a tous déjà acheté des trucs comme ça et ça existera toujours selon moi. Les méthodes d'acquisition, par contre, vont changer. Je pense que maintenant, on est beaucoup axé sur des trucs qui requièrent notre attention. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux comme TikTok, qui arrivent à garder ton attention, c'est vraiment là que ça se passe. D'ailleurs, j'ai lu le dernier livre de Gary Vee qui parle beaucoup des réseaux sociaux. Et en gros, lui, sa stratégie quand il développe une marque, c'est vraiment axé sur le côté viral grâce à des reels sur les réseaux sociaux. Et pour moi, en tout cas là, je suis en train de créer une marque, c'est là-dessus que je vais me diriger. C'est vraiment sur le côté réseaux sociaux, essayer de devenir viral. Parce qu'en plus, même maintenant, avec des très bonnes marches sur Facebook Ads, je connais pas mal de gens qui ont des marques avec des très grosses marges. Parfois, c'est compliqué d'être rentable parce qu'il y a la TVA à payer, etc. Et les pubs sont de moins en moins performantes, je trouve, quand même, sur Facebook Ads de manière générale. Et du coup, pour moi, on se dirige vraiment vers un truc en mode viral, Reels, un peu très rapide, un peu comme sur TikTok, sur les nouveaux réseaux sociaux. On verra là un peu comment ça va se passer avec la réalité virtuelle, avec les casques. Est-ce qu'on va pas se taper des pubs dans les casques qui vont nous projeter peut-être un peu plus loin, où on va vivre une expérience différente? Peut-être, parce que là, ils sont tous en train de sortir leurs casques. Il y a d'ailleurs Mark Zuckerberg avec Meta qui a sorti une vidéo il y a 1 ou 2 jours pour les nouvelles lunettes de Meta qui sont apparemment hyper développées. C'est un truc de fou. Du coup, est-ce qu'on va pas se taper des pubs par rapport à ça et que je sais pas, tu appuies sur ton bouton, tu arrives sur le site, tu commandes en ligne. Enfin, ça, c'est des trucs à voir. Et, euh, et j'ai l'impression aussi que les gens, ils trustent de plus en plus Amazon, etc., quoi. J'ai l'impression qu'Amazon, c'est un peu là où tout le monde achète maintenant. Donc moi, je me dirige aussi un peu vers ça. Mhm. Et voilà, quoi. Après, j'espère que de toute façon, ça ne bougera pas trop parce que c'est ce qui me fait gagner ma vie. Donc, euh, donc voilà, quoi. Ouais. Après, ce qu'on peut un peu dire aussi et retenir même par rapport à ce que tu disais, c'est que finalement, bah, il y a aussi ce côté de ça se professionnalise. C'est que Oui, maintenant, c'est facile de faire des sites internet. Il faut un site internet vraiment qui est joli. Idéalement, si vous pouvez avoir un écosystème, voilà, la personne elle vérifie sur Instagram, ouais, ils ont un compte Instagram, ça entre guillemets, ça rassure, ouais, etc. non, à 100%. Et pour ajouter aussi un peu sur la viralité, les formats short, YouTube short, TikTok, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on voit beaucoup maintenant, c'est bah, donc les user generated content, et ça sur lesquels ils vont faire de la publicité. Et un autre truc qui fonctionne aussi pas mal, évidemment sur le type de produit, mais c'est les micro-trottoirs. Oui, oui, Donc oui. finalement qui sont relativement faciles à faire. Euh, Et, et j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent des trucs, des contenus authentiques, où on ouais, tout à voit fait. que c'est les personnes qui travaillent derrière, où on voit que c'est quelque chose, où on va un peu peut-être dans, dans l'arrière-boutique du e-commerce, quoi. Et moi, c'est ce que je vais essayer de développer sur la marque que je suis en train de créer, c'est que je vais envoyer des newsletters en mode, je vais leur expliquer comment je développe, comment je vais essayer de développer tout ça pour que vraiment ils soient plongés avec moi à l'intérieur. La création d'un groupe Facebook pour communiquer avec ses clients, tout ça. J'ai l'impression que, en tout cas, les gens, ils aiment bien maintenant ce côté authentique Tout à fait. où ils se sentent rattachés à la marque. Et du coup, ça, je pense que c'est important aussi. Ouais. Et pour le professionnalisme, c'est hyper important parce que pour le coup, j'ai un pote, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui se relance. En fait, il avait fait des sous il y a des années. Il est totalement parti en vrille, ça arrive. Il est parti en vrille, il a dépensé tout son argent. Il était en Colombie.
il avait 400 000 euros de côté, il a tout flambé. Donc on peut dire qu'il est con, oui, il l'est. Maintenant, il est revenu en Belgique sous la pluie. Il retravaille, non mais t'imagines la descente aux enfers, hein. Il retravaille dans un service de téléphonie, donc il vend des abonnements, etc. Alors que le mec avait 404 de côté, il a tout cramé. Et là, il a voulu se relancer et il m'a montré son site et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas possible. Là, t'es coincé en 2015, tu vois. Ah, tout Ça, à c'est ce fait. qu'on faisait en 2015. Je dis maintenant, il faut un site carré, qui soit vraiment pro, avec l'infrastructure qui est autour d'un site, avec des bonnes séquences email, un bon SAV, que tout soit fluide. Voilà, pour moi, c'est un écosystème, tu vois. C'est un Ouais, tout à écosystème, fait. il faut que tout soit, faut que tout soit carré, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine que cette personne-là, du coup, était un petit peu de l'époque, Facebook ads à fond, soit la personne n'achète pas sur ton site, entre guillemets, c'est terminé, et puis il y avait, finalement, tout se jouait sur la vidéo du produit, il me le faut absolument. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu une autre époque, quoi. Ouais, désolé, c'est un peu décalé quand tu parles, mais du coup, oui, c'était vraiment un gars de cette époque-là. Et du coup, il est arrivé et tout a changé en fait. Ce n'est plus du tout. En plus, l'e-commerce, c'est quand même quelque chose qui évolue très très vite. Il y a 3 4 ans, c'était Facebook Ads à fond. Maintenant, la tendance, c'est un peu TikTok. Qui nous dit pas que demain, le réseau social où tout le monde sera, ce sera Pinterest. Moi, j'y crois pas, mais ça pourrait être le cas, tu vois. Et ça Mhm. change tellement que qu'au final, il faut être à jour, faut se former, faut se tenir au courant des mises à jour et sinon t'es largué en fait, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser aussi, je voulais rebondir par rapport à ça, c'est tu disais aujourd'hui les gens ils ont un peu envie d'être dans l'arrière-boutique, etc. Ça me fait penser un petit peu il y a 4 5 ans, mettons, tu étais tout seul dans ta chambre et puis tu voulais vendre des sites internet, tu allais mettre notre équipe vous accompagne dans la création de vos sites WordPress, etc. Aujourd'hui, en fait, c'est plus l'ère un peu du personal branding, notamment on voit sur LinkedIn des profils des gens, ils sont tout seuls, même si en fait ils ont peut-être une équipe derrière, au final ils se vendent tout seuls, c'est telle personne, il est sympa, il fait son petit post tous les 3 jours, etc. Et donc il y a ce côté vachement authentique du coup qui revient. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, finalement, essayer de se la jouer grosse entreprise, c'est limite plus du tout une bonne idée. Je pense qu'être dans la réalité, c'est des choses entre guillemets plus concrètes dans les gens, où les gens peuvent aussi s'identifier. J'ai l'impression que c'est un peu la méta depuis 2023 en tout cas. Donc, Ouais, si, ouais, c'est vrai que t'as un peu une méta, comme dans les jeux vidéo, si on peut dire ça comme ça, au niveau du e-commerce ou de manière générale le business en ligne, tu vois, parce que c'est pas que le e-commerce, ça peut être l'infoprenariat, le Amazon FBA, ou d'autres choses. Et du coup, je pense que le truc authentique, c'est vraiment quelque chose d'assez important maintenant pour les gens. Même moi, en tant qu'acheteur, quand j'achète dans une marque, après, est-ce que c'est parce que je fais du e-commerce et que du coup, je fais plus attention à ça, mais j'aime bien les supporter, les gens qui se lancent, qui essayent des choses, qui essayent de faire les choses bien, etc., etc., tu vois. ouais, tout à fait. Ouais, clairement, je vois très bien. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai un dernier point à voir avec toi qui est pas vraiment une question entre guillemets, mais tout à l'heure tu as notamment parlé un petit peu voilà, de coaching, etc. Donc j'ai deux questions. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si les gens veulent peut-être voilà, approfondir certains sujets dont tu as parlé, bah, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut t'acheter? Est-ce que tu fais, je sais pas, des coachings? Est-ce que peut-être tu vends des sites de temps en temps, les gens peuvent te contacter? Voilà un petit peu tout ça. Alors me contacter c'est compliqué parce que je suis sur aucun réseau social. Je suis pas trop en réseaux sociaux. À un moment je m'étais mis sur Twitter. Je trouve que c'est hyper toxique Mhm. et grosse perte de temps. Alors je suis pas sur LinkedIn parce que je déteste ce réseau. Je suis pas sur Twitter. Je trouve que le réseau est hyper toxique. Tu vas là, tu manges de la négativité à balle. Euh, Sur Facebook forcément et Insta c'est privé. Du coup, moi de me contacter, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai envie de dire, c'est même pas possible. Et si je fais des coachings, oui, je fais des coachings, mais disons que en fait, c'est plus du bouche à oreille. Ok. C'est genre un pote qui sait que voilà, je peux lui apprendre certains trucs sur le SEO ou sur Google, il va me contacter pour que je lui fasse un coaching. Ou des gens qui connaissent d'autres personnes qui vont dire ah ben moi je connais quelqu'un, il peut te faire un coaching et du coup je vais faire des coachings, mais c'est pas quelque chose de Public entre guillemets.
C'est pas quelque chose de public, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que je fais un coaching que ça va changer quelque chose dans ma vie. En vrai, j'ai pas beaucoup de temps, je travaille déjà pas mal et je suis pas trop dans le apprendre aux autres pour faire de l'argent. C'est plus moi, je le fais vraiment et je fais vraiment de l'argent avec. Mhm. Après, si on me demande pour faire un coaching, ça me dérange pas de le faire. Et après, tu m'avais posé une autre question. Est-ce que je Ah, vends c'était les des deux points, c'est qu'est-ce formations? qu'on peut t'acheter et entre guillemets où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, à un moment, j'avais un collègue qui m'avait proposé, qui est assez connu dans la sphère SEO, qui est même très très connu dans la sphère SEO française, qui m'avait demandé de faire une formation avec lui, Mhm. pour qu'on fasse une Tu m'en avais formation parlé. dropshipping, SEO, etc. Et même si c'est très intéressant, surtout qu'il a déjà quand même, on peut dire, Bonne audience. une bonne audience, vraiment, il a une grosse audience au niveau francophone pour le SEO. J'ai refusé parce que tout simplement, moi, je préfère le faire et faire de l'argent que d'apprendre aux autres et gagner de l'argent avec la formation, quoi. Parce que finalement, mon kiff, moi, c'est le e-commerce et c'est pas vendre des formations, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, tu as vachement ce côté-là aussi que bah, tous les gens qui ont fait des formations disent que finalement, c'est plus de taf que ce qu'ils pensaient, entre guillemets. Donc, c'est vrai que si tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, bon, si les gens ils ont acheté, voilà, il faut que tu sois engagé. C'est vrai que si ça te prend plus de Ouais, temps que prévu, ça peut être un peu. Voilà. et le focus, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Plusieurs fois, ça fait 6 7 ans que je fais ça, et du coup, plusieurs fois, j'ai un peu dérivé sur le focus. Mhm. Et tu vois les résultats qui dégringolent. Pour moi, le focus, c'est trop trop important. Et là où, par exemple, tu peux essayer de faire un nouveau site, tu peux essayer de créer une marque en e-commerce, ça reste de l'e-commerce. Mais commencer à vendre des formations, ça, c'est pas du tout le même. Commencer à parler de vendre caméra, avoir des élèves qui te sollicitent, etc. C'est pas mon délire. Donc en soi, très compliqué de me contacter. Ok. Et j'ai trop rien à vendre à part si vous voulez faire un coaching, voilà, c'est tout. Ok. Bah, du coup, retenez bien que là, vous avez un homme de l'ombre que vous reverrez peut-être pas de sitôt, même si tu as fait quelques autres vidéos avec d'autres personnes aussi, Ouais, ouais, mais c'est vrai, j'ai fait quelques vidéos, ouais. ouais. Ok, bah écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou peut-être un autre sujet à aborder? Mot de la fin, sujet abordé, non. Mot de la fin, ben, merci pour l'invitation. Avec plaisir. En effet, homme de l'ombre, et je préfère, c'est des questions à se poser, je trouve que c'est important. Est-ce que tu veux show off et montrer que tu as de l'argent et t'acheter une Rolex à 15K alors que tu as fait que 34 bénéf? Ou tu vois, c'est un peu ce côté-là, tu vois. Tout Ou à alors fait. est-ce que tu préfères rester dans ton coin, vivre ta vie et vraiment développer un truc solide? Moi, je suis plus dans la deuxième option, même si ça me dérange pas de faire des vidéos avec des potes ou de faire des events, des séminaires, etc. Au contraire, j'adore. Mais je suis pas trop dans le show-off. Et la deuxième chose que j'allais dire, c'est bah, j'espère que je te félicite pour ton lancement, parce que tu étais dans une agence SEO avant. Exactement. Et j'espère que pour toi, que ça se passera bien. De toute façon, j'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que YouTube, c'est une superbe aventure. Pour revenir sur le sujet d'avant, j'y ai déjà pensé. Et au final, les questions que je me pose très profondes par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire ça, la réponse est toujours non. J'ai pas envie de montrer mon visage sur Ouais, tout à YouTube fait. et de monétiser ma personne. Ça va trop retirer mon focus et du coup, voilà. En tout Ouais. cas, je te souhaite beaucoup de réussite. Ok, bah écoute, merci beaucoup Romain. Et puis bah de toute façon pour les gens qui auront regardé cette vidéo, il y aura d'autres interviews qui vont arriver. Et puis il y a aussi voilà d'autres vidéos qui sont pour l'instant en tout cas très axées sur le SEO. Donc bah si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, pourquoi pas les poser en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao Romain. Salut, salut, salut.